Bonjour à tous, je pense que vous nous voyez. Merci à nouveau d'être connectés au mercredi du COFER. Et c'est un vrai plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous le professeur Florent Aymard de l'hôpital Henri Mondor. Vous connaissez l'expertise de Florent sur l'arthrose, sur les arthroses on va dire, et aussi sur l'inflammation et l'obésité, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Les gestes locaux, et donc tu vas nous faire une partie qui s'appelle traitement injectable dans l'arthrose des membres inférieurs. C'est la série que Guillermo appelle bien soigné. Donc merci à nouveau Florent, et puis tu as 20-25 minutes et puis on posera les questions ensuite. Ça marche, merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc moi je suis très content effectivement de traiter de ce sujet aujourd'hui avec vous sur ces quelques minutes où on va faire un espèce d'état des lieux, des possibilités thérapeutiques en traitement locaux, traitement injectable. Alors je me suis restreint pour des raisons de temps sur les arthroses localisées aux membres inférieurs, donc principalement le genou, vous allez le voir. Et on parlera également un petit peu de la hanche. Alors voilà, ça c'est mes conflits d'intérêts. Alors là, c'est simplement pour vous dire les différentes thérapeutiques que l'on va aborder dans la gonarthrose. Donc on va parler essentiellement de corticostéroïdes qui reste quand même le principal traitement injectable que nous utilisons. On parlera des acides hyaluroniques. J'ai listé ici le chitosan et le polyacrylamide réticulé LIPAG dont vous avez peut-être pour certains d'entre vous entendu parler, dont la commercialisation a débuté et qui sont en fait des espèces de viscosuppléments qui sont différents des acides hyaluroniques, mais dont l'objectif est un peu identique, mais que j'aborderai pas spécifiquement aujourd'hui. Puis on parlera également des PRP, puis je dirai quand même un mot des cellules souches. Alors d'abord, sur les corticoïdes, bon, vous connaissez très bien, le corticoïde naturel, c'est le cortisol, et la cortisone. La cortisone étant la forme inactive, mais il y a une enzyme qui permet de passer d'une forme à l'autre. Et puis, de façon industrielle, il y a eu des modifications qui ont été effectuées sur cette hormone naturelle avec des transformations biochimiques, des doubles liaisons, l'ajout de radicaux méthyl, de radicaux fluorés, tout ça ayant comme objectif soit de prolonger le temps de persistance et la demi-vie de la molécule, soit d'augmenter son pouvoir inflammatoire. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez ici avec à droite les différentes molécules qu'on a tous l'habitude d'utiliser. Alors un petit rappel quand même, parce que ça peut être utile. Vous savez que donc ils n'ont pas tous la même puissance anti-inflammatoire et qu'on a l'habitude de parler en termes d'équivalence par rapport à la prénisone ou la prénisolone. En l'occurrence, la prénisolone, c'est l'hydrocortencil que vous connaissez tous très bien. Donc on a plusieurs molécules. D'abord la dexaméthasone qu'on utilise assez peu en pratique en dehors du rachis, et vous en savez les raisons, notamment sur les rachis opérés, les foraminales, etc., qui a une force anti-inflammatoire qui est de 7 fois celle de la prénisolone. Et quand on a une ampoule d'1 millilitre de dexaméthasone, ça correspond à peu près à 1 millilitre de prénisolone. Je rappelle que pour la prénisolone, c'est des ampoules de 5 ml. Pour la bêtaméthasone, donc qu'on utilise nous beaucoup, qu'on appelle que le diprostène, c'est la même puissance anti-inflammatoire que la dexaméthasone. Elle est un peu plus dosée, donc c'est un équivalent, une ampoule de diprostène, c'est un équivalent de 2 millilitres de prénisolone. Ensuite, pour la méthylprédnisolone, que certains d'entre vous utilisent, qui a un pouvoir anti-inflammatoire un tout petit peu plus important que la prénisolone, vous voyez que pour une ampoule de 1 ml, c'est l'équivalent de 2 ml de prénisolone. Et enfin, pour la triamcinolone, et en particulier l'hexacétonide de triamcinolone, donc on utilise beaucoup l'hexatrione, c'est à peu près un équivalent de 2 ml de prénisolone. Et toutes ces molécules ont l'autorisation de mise sur le marché dans les injections intra-articulaires avec une seule petite réserve pour la dexaméthasone. En fait, il y en a plusieurs, dont la majorité d'ailleurs ne sont pas disponibles en ville. Et c'est ce qui est listé à droite sur ma diapo. Seules certaines d'entre elles ont l'AMM en intra-articulaire. Alors, est-ce que ça marche, les corticostéroïdes qu'on utilise depuis de très nombreuses années dans l'arthrose du genou? La réponse est oui. Il y a un certain nombre d'études qui l'ont démontré. Une revue Cochrane qui date de 2015 ici, que je vous présente, qui montre que les injections de corticostéroïdes ont une efficacité, en particulier sur la douleur, mais également sur la fonction.
avec une efficacité qui est en moyenne de 3 mois. Et on sait qu'à passer 3 mois, c'est d'ailleurs l'expérience clinique, en dehors de certains patients qui peuvent parfois être soulagés plus longtemps que ça, mais enfin globalement, on ne s'attend pas tellement à une efficacité qui dépasse les 3 mois. Avec, il faut que vous soyez assez familier avec ce qu'on appelle l'effect size, ou c'est l'équivalent sur le SMD ici, parce qu'on parle souvent en fait en termes d'effect size. L'idée, c'est de pouvoir donner une espèce d'évaluation de l'importance de l'efficacité, du niveau de l'intensité de l'efficacité ou de l'amélioration. Et on considère que c'est pertinent cliniquement quand ça dépasse cet effect size 0,37. Alors voilà, ça a été défini comme ça à partir des études. Et là, vous voyez que pour la douleur, c'est 0,40. Donc on est un petit peu au-dessus du seuil de pertinence d'efficacité clinique. Encore une fois, à 12 semaines. Donc, les corticoïdes, dans cette revue, montrent que ça fonctionne au moins sur le court terme, sur la douleur et sur la fonction. L'élément intéressant avec les corticoïdes, et vous le savez là aussi, c'est que ça fonctionne vite. Et quand on le compare avec des injections d'acide hyaluronique, par exemple, vous avez une méta-analyse à gauche et à droite, vous avez un essai clinique qui avait comparé l'ILAN GF20, qui est une des principales molécules qu'on utilise d'acide hyaluronique, mais vous savez qu'il y en a plein d'autres, versus de l'acétonine de triamcinolone. Donc, ce n'est pas l'hexatrione, ce n'est pas l'hexacétonine, c'est l'acétonine triamcinolone a une persistance un peu moins longue. C'est très utilisé aux États-Unis, un peu moins chez nous, même si on en dispose aussi en France. Et vous voyez que à court terme, dans les premières semaines, clairement, le corticoïde fait mieux. Donc, si on a besoin d'une efficacité rapide chez un patient qui est très allergique, c'est certainement les corticoïdes qui sont les plus efficaces. La question qu'on se pose un peu tous et pour lesquelles finalement on n'a malheureusement pas beaucoup de réponses dans la littérature, c'est est-ce qu'il y a un corticoïde qu'il faut privilégier dans l'arthrose du genou et ou est-ce qu'il y a une posologie de corticostéroïdes. On a l'habitude, je pense qu'on fait à peu près tous pareil, de mettre une ampoule et puis sans trop réfléchir, mais finalement on a fait ça parce que nos pères nous ont montré comme ça, mais sans qu'on s'interroge réellement. Alors, il y a assez peu de données. Il y avait une étude sur 120 patients, c'est celle qui est à gauche, qui avait comparé soit un placebo au triamcinolone, à la bétaméthasone et à la méthylprénisolone, qui est encore une fois la molécule, qui n'est pas la molécule qu'on utilise le plus, et qui montrait que, en tout cas dans les premières semaines, jusqu'à 6 semaines, c'était la méthylprénisolone qui semblait, en tout cas dans cette étude, faire un peu mieux que la bétaméthasone et la triamcinolone. Il y a eu une autre étude sur 100 patients qui a comparé l'hexacétonine de triamcinolone à la méthylprénisolone et qui, elle, ne montrait, vous voyez les deux courbes qui se chevauchent complètement, aucune différence d'efficacité. Donc, pas beaucoup de données en dehors de celles sur la méthylprénisolone, mais encore une fois, qui est clairement à prendre avec certaines pincettes et qui devraient être confirmées, mais sinon pas d'autres données et qui sont en plus infirmées par l'étude à droite. Il n'y a pas vraiment de données pour privilégier un corticostéroïde par rapport à un autre, sachant que là aussi, notre expérience, et vous avez certainement la même chez un patient qui a des poussées congestives, qui a une arthrose, et c'est vrai aussi dans les rhumatismes inflammatoires, qui est très inflammatoire, et en général, quand même, on s'en sort mieux avec l'hexacétonine de triamcinolone, donc l'hexatrione, qu'avec les autres molécules. La deuxième question, c'est est-ce que la posologie a un impact? Là aussi, très peu de données. Et dans cet essai contrôlé, qui était un essai de non-infériorité, il n'y avait pas de différence entre 10 mg d'acétonine de triamcinolone et 40 mg. Alors, il va y avoir à la CRLA cette année une petite étude qui a comparé 10, 20, 40 et qui semblait montrer une petite supériorité de la dose de 40 mg sur la dose de 10 et je crois également sur la dose par rapport à la dose de 20. Mais finalement, on reste sur des données qui sont quand même assez faibles et pas de grande certitude sur l'impact de la posologie. D'ailleurs, c'est un peu la même chose là aussi dans les quelques rares essais qui ont été faits dans les rhumatismes inflammatoires. Alors, un des points qui a été soulevé ces dernières années était le risque de progression structurale liée aux corticoïdes. Est-ce que de faire des corticoïdes, on sait que les corticoïdes, c'est pas bon sur les cellules. Vous mettez des chondrocytes in vitro et vous leur mettez dessus des corticoïdes, ils n'aiment pas. C'est pareil d'ailleurs sur les tendons, les ténocytes. Et donc, l'idée, c'était de se dire, est-ce que quand même, on n'est pas à risque d'aggraver l'atteinte articulaire avec nos infiltrations de corticostéroïdes. Et tout ça a été soulevé à la suite d'une étude qui avait été faite il y a maintenant 6-7 ans de ça, qui avait comparé placebo versus une injection de triamcinolone tous les 3 mois pendant 24 mois, indépendamment d'ailleurs de la symptomatologie clinique. Le premier élément était que d'ailleurs il n'y avait pas vraiment de différence dans cette étude entre placebo et triamcinolone sur le plan de l'efficacité clinique, mais surtout il montrait qu'il y avait une petite aggravation qui était minime, mais qui était statistiquement significative, avec une perte de cartilage qui était supérieure dans le groupe qui avait reçu des corticoïdes
comparativement au groupe placebo. Alors, il y a eu d'autres données ensuite, de cohortes, etc., qui laissaient penser que peut-être il y avait un impact négatif des corticoïdes, qu'ils allaient plus vite à la prothèse, mais on imagine bien les différents biais qu'il peut y avoir sur ces études-là. Et il y a une étude française à partir de la cohorte Koala qui, elle, ne mettait pas en évidence d'impact réel des corticoïdes. Mais voilà, petit warning en disant il faut éviter probablement quand même de multiplier les infiltrations de corticostéroïdes. Est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs de réponse? Là aussi, on a en fait notre expérience clinique et on sait les patients qui répondent bien, c'est les patients en général très douloureux, avec un épanchement intra-articulaire, en poussée congestive, qui seront les meilleurs répondeurs parce qu'on va quand même avoir un réel effet sur l'inflammation synoviale. Mais dans la littérature, finalement, ça ressort. Alors, ça ressort un peu, mais pas tant que ça. Vous voyez, il y a eu 2 publications, une en 2020, c'est une revue de la littérature qui reprenait les différents points. Alors, vous voyez qu'il semblait que l'inflammation détectée en écho, donc ça rejoint un peu ce que je vous disais, avait un impact bénéfique, enfin, était un facteur prédictif de bonne réponse des corticoïdes sur la douleur. Il y avait d'autres éléments, moins de raideur, moins de limitations fonctionnelles, un stade radiographique moins sévère, mais finalement c'est ce qu'on retrouve également avec les autres produits, c'est-à-dire quand vous avez un patient qui est moins peu douloureux, qui est peu limité, qui a une arthrose qui est moins sévère, souvent ils répondent un peu mieux. Et puis il y a une autre revue de la littérature un peu plus ancienne qui reprenait un certain nombre de ces éléments, et vous voyez, ils ont listé en fonction des études qui ont montré un impact positif, qui n'ont pas montré d'impact ou qui ont montré un impact négatif de tel ou tel élément, donc que ça soit une synovite, la nécessité d'une ponction, un épanchement, etc. Et vous voyez que c'est un peu mitigé, quoi. Globalement, on a un peu l'impression quand même que tout ce qui est inflammatoire, et c'est assez cohérent, pardon, est un facteur prédictif de plutôt bonne réponse, mais enfin, ça ressort moins, en tout cas dans la littérature, que ce que nous, on observe sur le plan clinique, et donc pas beaucoup d'autres éléments prédictifs. Alors voilà pour les corticoïdes. Je vais passer maintenant aux acides hyaluroniques. Alors un petit mot sur ce que c'est que l'acide hyaluronique. C'est des chaînes de sucre, en fait, des chaînes disaccharidiques répétées plus de 1000 fois, avec un très haut poids moléculaire d'environ 5 à 7 millions de daltons. Ça, c'est ce qu'on a naturellement dans l'articulation. C'est sécrété par les synoviocytes principalement, un peu par les chondrocytes également. Et à l'état naturel, vous avez une concentration d'acide hyaluronique qui est plus faible que ce qu'on peut injecter nous, mais qui est de l'ordre de 2,5 à 4 mg. On sait que ça diminue avec l'âge, cette concentration. On sait également, et ça c'est un élément important, que les capacités rhéologiques, les propriétés rhéologiques de l'acide hyaluronique sont altérées dans l'arthrose, et c'est le petit tableau que vous voyez en bas à gauche. Vous voyez que sur l'élasticité et la viscosité, on perd très nettement, l'acide hyaluronique perd très nettement lorsqu'il est issu de patients arthrosiques. Et puis enfin, la demi-vie de l'acide hyaluronique est de très faible durée, puisque vous voyez, c'est de quelques heures à quelques jours, comme celui d'ailleurs qu'on injecte, ce qui pose un peu la question de la persistance sur le moyen ou long terme. Et donc, il y a 2 objectifs de cet acide hyaluronique. En tout cas, c'est comme ça que ça a été conçu. D'une part, la viscosupplémentation, l'idée de lubrifier avec ce gel visqueux, de permettre de mieux absorber les chocs et de diminuer le coefficient de friction. Et puis, compte tenu, encore une fois, de ce temps de persistance relativement court dans l'articulation, il y a eu des études in vitro qui ont montré que ça pouvait stimuler sur les cellules. Quand on mettait de l'acide hyaluronique sur les cellules, ça stimulait la synthèse de néo-acide hyaluronique de meilleure qualité. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a parlé ensuite de visco-induction. Alors une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça fonctionne? L'acide hyaluronique, on l'utilise tous, enfin pour un certain nombre d'entre nous, beaucoup, et peut-être un peu moins que ça a été le cas les décennies précédentes, mais on l'utilise encore beaucoup. Il y a beaucoup de méta-analyses, il y a eu beaucoup d'études. D'une part, il y a un certain nombre de méta-analyses qui montrent qu'il y a un effet significatif, tout du moins sur le plan statistique. Les premières études qui remontent alors, c'est des méta-analyses ou méta-analyses en réseau qui sont relativement récentes, mais à gauche, c'est 2015, qui montrait un effet size de 0,34 par rapport à un placebo intra-articulaire. Vous savez que le placebo intra-articulaire, en lui-même, diminue déjà diminue de 2 points en moyenne la douleur sur une EVA de 0 à 10. Donc, en fait, on est à la limite de la pertinence clinique quand on compare l'acide hyaluronique au placebo, ce qui est quand même pas si mal. Quand les collègues de Lariboisière, en particulier Pascal Richette, avaient fait une autre méta-analyse en incluant que les essais avec un faible risque de biais, donc les études les mieux conduites, on retrouvait toujours une efficacité d'un point de vue statistique. Sur la pertinence clinique, on était un peu moins bien, puisque vous voyez qu'on avait un effect size aux alentours de 0,2. Et puis, il y a eu une étude plus récente publiée par le BMJ en 2022 qui n'a inclus que les essais cliniques avec un nombre important de patients, qu'ils aient été publiés ou non publiés, plus de 100 patients par essai clinique, et qui retrouve
toujours une efficacité sur le plan des douleurs statistiques, mais avec un effet size beaucoup plus petit, puisque là, vous voyez qu'on est à 0,08. Et c'est à peu près similaire en fonction du risque de biais. Et donc, on a perdu quand même un peu au fur et à mesure des années et des nouvelles études qui ont été conduites en termes d'importance d'amélioration par rapport aux études initiales. Et d'ailleurs, vous le voyez bien sur le graphique à droite, où les premières études en 83 montraient un effet très très important. Et puis vous voyez qu'au fur et à mesure, des années, ça s'est un peu estompé, probablement par la qualité des études et la perte progressive ou la diminution du risque de biais. Donc on reste sur un traitement qui est efficace sur le plan statistique, dont la pertinence clinique, en tout cas d'après les études, est un peu moins marquée. Mais là aussi, c'est-à-dire que c'est tout le problème chez nos patients arthrosiques, c'est qu'on a des patients qui répondent super bien et d'autres qui répondent moins bien. Et tant qu'on n'a pas essayé, c'est quand même difficile de se faire réellement une idée. Il y a eu là aussi, vous savez qu'une des difficultés dans la prescription des acides hyaluroniques, c'est la quantité d'acides hyaluroniques différents. Je n'ai pas tellement le temps de rentrer trop dans les détails, mais vous en avez qui sont réticulés, d'autres qui ne sont pas réticulés. La réticulation augmente le poids moléculaire et la persistance dans l'articulation. Il y en a qui sont de haut poids moléculaire, bas poids moléculaire. On fait 1, 2, 3 injections. Bref, il y a tout un tas de protocoles différents. Globalement, en tout cas dans cette méta-analyse récente, on n'arrivait pas à faire ressortir réellement l'acide hyaluronique, un acide hyaluronique ou un protocole qui soit réellement plus efficace que les autres. D'ailleurs, les dernières études qui ont comparé tel ou tel type d'acide hyaluronique ne mettaient pas vraiment en évidence de différence de l'un par rapport à l'autre. Je pourrais répondre après sur les questions sur l'acide hyaluronique un peu plus précisément sur ces éléments-là, et notamment les choix des acides hyaluroniques. Mais du coup, beaucoup d'entre nous en fait font par habitude de prescription plus que réellement pour une efficacité prouvée en tout cas d'un acide hyaluronique par rapport à un autre. J'aborde maintenant, et je vous dis quelques mots sur le PRP. Le PRP, maintenant, vous êtes tous familiers avec ce produit. Donc, l'idée, c'est à partir du sang circulant du patient, de récupérer les plaquettes dans le plasma grâce à une centrifugation du sang circulant qui permet de faire sédimenter les globules blancs puis des globules rouges. Et nous, on récupère le surnageant qui contient les plaquettes et le plasma qu'on va réinjecter dans dans l'articulation, du patient. Alors, ça fait maintenant 10-15 ans que c'est vraiment beaucoup utilisé, d'abord en médecine du sport, puis dans la pathologie arthrosique, et on devrait être en droit de savoir un certain nombre de choses en 2024. Et donc, on va faire un petit état des lieux. Alors, sur l'effet cellulaire et tissulaire du PRP, on sait beaucoup de choses, in vitro et in vivo chez l'animal. Le PRP, ça fonctionne à la fois sur les douleurs et sur le plan structural. Il y a quand même beaucoup de données qui disent que c'est plutôt bénéfique sur le chondrocyte, même plutôt sur le synoviocyte. Et quand on regarde sur des petites articulations d'animaux, quand on injecte du PRP, ça leur fait plutôt du bien aux articulations. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on sait actuellement de l'efficacité symptomatique? Il est assez faux de dire qu'il n'y a pas d'études. Il y a eu beaucoup d'études sur le PRP. Dans l'arthrose du genou, les premières études allaient toutes dans le même sens en montrant une efficacité supérieure par rapport au placebo. Les dernières études ont montré des résultats plus mitigés, avec notamment 2 études et une qui a fait beaucoup parler d'elle, publiée dans le JAMA, qui montrait aucune différence entre le PRP et le placebo. Mais quand on regarde les méta-analyses, qu'est-ce qu'il en ressort? Eh bien, il en ressort quand même que le PRP fait mieux que le placebo sur différents scores composites, sur le VA douleur, notamment sur le moyen et sur le long terme. Et dans cette méta-analyse, vous voyez, il y a plein de couleurs différentes. Le vert, c'est quand c'est cliniquement et statistiquement pertinent. Quand c'est orange ou jaune, c'est que c'est simplement statistiquement pertinent, mais pas cliniquement pertinent. Quand c'est rouge, c'est qu'il n'y a pas de différence avec le comparateur. Donc, vous voyez que pour le WOMAC douleur, notamment, on est statistiquement et cliniquement pertinent à partir de 3 mois jusqu'à 6 mois. C'est vrai aussi pour la raideur. Pour la fonction, il n'y a pas de différence. Et pour le VA douleur, on est pertinent dès 1 mois et jusqu'à 6 mois sur le plan clinique et sur le plan statistique. Quand on compare, parce qu'il y a encore plus d'études par rapport à l'acide hyaluronique, là, globalement, on a l'impression que le PRP fait mieux que l'acide hyaluronique. Le plus souvent à partir de 6 mois et jusqu'à 12 mois, mais parfois également avant, c'est-à-dire à 1 ou 3 mois, vous voyez pour le WOMAC global. Pour le VA ici, vous voyez que c'est à partir de 6 mois qu'on fait mieux d'un point de vue statistique par rapport à l'acide hyaluronique. Pour le WOMAC douleur, dès 6 mois, on fait mieux sur le plan statistique et à 12 mois également sur le plan clinique. Et donc, c'est assez homogène sur les résultats par rapport à l'acide hyaluronique. Il semble quand même qu'au moins sur le moyen ou long terme, le PRP fasse un peu mieux. Et puis enfin, par rapport aux stéroïdes, donc là, il y a beaucoup moins d'études et il semble qu'à 6 mois, ça fasse globalement mieux que les injections de corticostéroïdes. Alors ensuite,
Est-ce qu'on sait si ça marche sur le plan structural? Pour l'instant, les données sont plutôt pour dire que non, il n'y a pas d'impact structural, en tout cas avec les protocoles que l'on utilise actuellement. Les effets indésirables, il y en a très peu, risques infectieux comme pour les autres produits, et un peu plus de douleur dans les jours qui suivent, mais sinon très peu d'effets indésirables. On n'a aucune idée encore exactement du meilleur PRP utilisé, quel volume, quelle quantité de plaquettes. On pourrait faire un topo entier là-dessus, mais pour l'instant, globalement, on ne sait pas vraiment. Le protocole, 1, 2, 3 injections, on ne sait pas bien. Probablement qu'il y a un petit bénéfice à faire 3 injections, mais ce n'est pas complètement sûr. Et puis à quel patient le proposer? Là non plus, on ne sait pas exactement. Probablement pas le patient qui est en poussée congestive de sa gonarthrose, mais pour les autres patients, grosso modo, c'est un peu les mêmes facteurs prédictifs qui semblent ressortir, c'est-à-dire une arthrose pas trop sévère, un patient pas trop obèse, et voilà, mais pas beaucoup d'autres choses pour l'instant. Alors, un petit mot sur les cellules souches, avec une étude qui a été publiée dans Nature, qui a comparé des cellules souches de différentes origines, sang de cordon, tissu adipeux, moelle osseuse, comparé à un corticoïde. Et je vous le fais rapidement, il y avait près de plus de 100 patients par groupe. C'était une énorme étude avec une seule injection intra-articulaire et qui ne montre aucune différence statistique entre les différents produits, en particulier entre les cellules souches et les corticostéroïdes. Et donc, la conclusion des auteurs, c'est de dire qu'entre un process très compliqué pour obtenir des cellules souches versus faire une injection de corticoïdes, s'il n'y a pas de différence clinique, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice des cellules souches. Et par ailleurs, il n'y avait pas d'intérêt sur le plan structural, en tout cas dans cette étude. Alors, il y a d'autres études qui sont en cours. Certaines montrent quand même un bénéfice, en particulier par rapport au placebo, qui est supérieur. Mais là aussi, je pense que c'est le même problème que pour le PRP, c'est-à-dire qu'on manque de recul sur le meilleur protocole et que probablement ce n'est pas simplement faire une seule injection qui va permettre d'améliorer la structure et d'être plus efficace sur le plan symptomatique. Donc les cellules souches n'ont pas dit leur dernier mot, mais c'est vrai que cette étude n'allait pas forcément dans le sens d'une utilisation, en tout cas à court terme. Et un petit mot là aussi, avant de passer aux hanches très rapidement, sur les injections en prothèse. Je rappelle qu'il y a plein de données maintenant qui laissent à penser qu'avant 3 mois, il ne faut pas faire d'infiltration 3 mois avant la pose d'une prothèse de genou, que ce soit de l'acide hyaluronique, des corticoïdes ou autres produits, parce qu'on augmente le risque infectieux, pas de façon absolument majeure, mais on l'augmente. Donc, le patient qui est programmé ou qui est décidé à faire une chirurgie, il faut mieux éviter de faire une infiltration au moins dans les 3 mois qui précèdent l'infiltration. Alors, un petit mot rapidement sur les coxarthroses. La coxarthrose, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'on a beaucoup moins de littérature. Il y a eu quelques données sur les corticoïdes avec une étude très récente publiée en 2022, là aussi dans le BMJ, qui a comparé de la triamcinolone en mono-injection avec de la lidocaïne, de la lidocaïne seule ou de la rééducation, de l'éducation du patient, des traitements antalgiques, mais pas de geste local. Et globalement, ce que ça montre, c'est que, notamment dans les premiers temps de l'étude, jusqu'à 4 mois, la triamcinolone en association avec la lidocaïne fait mieux que la lidocaïne seule et que l'absence d'injection. Et quand on regarde sur l'ensemble des 6 mois, parce que l'étude durait 6 mois, donc les données d'efficacité lissées sur les 6 mois, la triamcinolone associée à la lidocaïne faisait mieux que simplement l'éducation thérapeutique et les traitements antalgiques. Donc c'était une des premières études qui montrait clairement une efficacité, alors somme toute relativement modeste et qui prédomine dans les premiers temps, vous le voyez ici, puisque les courbes se rejoignent à 6 mois, mais qui montrait quand même un bénéfice supérieur de l'injection de corticoïdes. Pour les acides hyaluroniques et la coxarthrose, globalement, peu d'études, 2 études principales, une sur près de 400 patients, donc une vraie belle étude, et puis une un peu plus petite sur 90 patients, mais bien réalisée sur le plan méthodologique. Et aucune de ces 2 études n'a montré de bénéfice de l'acide hyaluronique dans la coxarthrose comparativement au placebo. Et puis enfin, pour ce qui concerne le PRP, là aussi, on a très peu de données. Il y a une seule étude PRP versus placebo. Les principales études, c'était PRP versus acide hyaluronique. Mono-injection, 3-4 ml, c'est très faible. On met minimum 5 ml dans un genou. Je ne vois pas très bien pourquoi ils ont décidé de faire que 3-4 ml de PRP dans l'articulation de hanche. Mais bon, c'était leur protocole. 60 patients, aucune différence. Donc pour l'instant, PRP dans la coxarthrose, jusqu'à preuve du contraire, les études ne montrent pas d'efficacité de cette injection, comme pour l'acide hyaluronique. Seul produit qui a montré son efficacité, c'est les corticoïdes. Et je terminerai avec un tout petit mot, pour laisser quelques minutes pour la discussion, sur les anesthésiants. Nous, on fait à Mondor un certain nombre de tests anesthésiques que l'on coupe. On n'est évidemment pas les seuls, certains d'entre vous en font également. Je voudrais juste rappeler qu'il faut le faire que quand on est vraiment certain que ça a un intérêt. D'une part, parce que in vitro, ça a une chondrotoxicité, c'est pas bon pour l'articulation et pour les tissus
tissu de l'articulation, et c'est vrai pour les différents, nous on utilise évidemment principalement la lidocaïne, mais c'est vrai pour les différents anesthésiants. Il y a même eu des cas rapportés, c'était pour des arthroscopies, et c'était avec la bupivacaïne, donc qui est plus toxique, mais qui montrait des arthroses rapidement destructrices après injection. Donc il faut se méfier, c'est pas terrible pour l'articulation. Et puis ensuite, il y a des effets indésirables, locaux, notamment au niveau du système nerveux quand on fait en intra-rachidien. Et également une toxicité systémique qui est liée à la fois à la dose et au passage intraveineux. Il y a un certain nombre de facteurs de risque, l'âge, la maladie rénale, les pathologies cardiovasculaires, et ça se manifeste quelques minutes après l'injection, notamment par des petits troubles neuraux, en particulier avec la lidocaïne, des paresthésies péribuccales, un goût métallique, un étourdissement. Ça peut se manifester par tout un tas de signes cliniques. Il faut être très prudent parce que le risque majeur, c'est les troubles cardiovasculaires, des troubles du rythme et exceptionnellement des arrêts cardiaques. Alors normalement, on utilise des doses qui sont bien inférieures aux doses de toxicité, mais c'est quand même très variable dans les études. Et puis c'est lié au passage, encore une fois, vasculaire, d'où l'intérêt de faire les injections sous contrôle échographique pour s'assurer qu'on n'est pas dans un vaisseau et qu'on n'est pas en train d'injecter l'anesthésiant en intravasculaire. Et puis le traitement, c'est les émulsions lipidiques qui permettent d'absorber l'anesthésiant. Et j'en ai, je crois, terminé. Je suis à disposition pour vos questions. Merci beaucoup, Laurent. Encore comme toujours, des très belles mises au point et basées sur des revues scientifiques et sur les publications. Alors, en attendant qu'il y ait des questions, moi j'en ai une, c'est cette fameuse étude de 2017, si je ne dis pas de bêtises, où on avait fait de façon séquentielle une injection tous les 3 mois avec une chondrotoxicité qui avait un petit peu interrogé, peut-être freiné tout le monde. Quelle est ta position? Tu as dit il ne faut pas répéter trop fréquemment les injections. Quelle est ta position en termes de nombre d'injections et éventuellement en termes de dose de traitement? Parce que tu as dit que la dose pouvait avoir une influence également. Alors, sur les injections alors d'abord, moi, je fais pas systématiquement un corticoïde sur une gonarthrose. Je privilégie ce traitement chez les patients qui sont un peu inflammatoires ou qui ont un épanchement intra-articulaire. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que j'essaye de limiter à 3 max par an, mais plutôt 2. C'est-à-dire qu'en fait, si je suis obligé de réinjecter mon patient au bout de quelques mois parce que les douleurs sont revenues, je considère qu'on n'est pas suffisamment efficace et j'essaye autre chose. Voilà. Après, si on a tout essayé, que l'acide hyaluronique ne marche pas, le PRP ne marche pas et que la seule chose, c'est les corticoïdes, j'essaye de me limiter à 3 par an. Voilà, avec l'idée que c'est probablement effectivement pas terrible. Alors c'est vrai que dans cette étude, ils étaient jusqu'au boutiste, parce que ils en faisaient pendant 2 ans, 4 par an. Donc voilà, probablement que faire une seule injection, il n'y a pas vraiment de risque sur le plan local. Après, il faut un peu se méfier, mais pour problème de tension, de diabète, mais enfin ça c'est vrai pour quelle que soit la localisation. Et pour la dose, pour l'instant, moi je reste un peu comme on faisait, c'est-à-dire une ampoule, quel que soit le produit. Finalement, les seuls, et c'est exceptionnel sur les arthroses, mais vraiment la poussée congestive qui passe pas avec les autres produits, ça peut arriver de mettre 2 ampoules d'hexatrione par exemple, si vraiment on n'y arrive pas, mais c'est quand même plus rare, c'est quand même assez rare. D'accord, merci. Alors, une question d'un collègue, M. Cocor. Bonjour, un inter et des acides hyaluroniques réticulés versus non réticulés. Tu nous as dit que nous en dirions un mot à la discussion. Ouais. En fait, quand j'avais fait des topos il y a longtemps sur les acides hyaluroniques, il y avait quand même un certain nombre de méta-analyses qui avaient montré une supériorité, en particulier l'ILAN GF20, donc le Synvis, qui est celui qui a été le plus étudié dans la littérature, par rapport aux autres produits non réticulés. Et donc, alors c'est des études relativement anciennes et qui me laissaient à penser que potentiellement quand même il pouvait y avoir un bénéfice supplémentaire de la réticulation. Encore une fois, ça a un sens parce que ça persiste plus longtemps dans l'articulation. Mais finalement, il y a cette méta-analyse qui ne va pas dans ce sens-là. Et puis d'autre part, il y a eu des études récentes avec, vous savez, maintenant on utilise du mannitol, du sorbitol, c'est les fameux plus, vous savez, sur les acides hyaluroniques, et donc qui ne sont pas des réticulés pour la grande majorité d'entre eux, et qui ne montrent pas de différence réellement entre une injection. Alors à 6 mois, en général, ces études s'arrêtent à 6 mois. Alors l'idée, c'est peut-être que quand on va plus loin, c'est-à-dire à 12 mois, quand même, le réticulé ferait un petit peu mieux. Je dirais que, en fait, moi, je me pose la question dans l'autre sens, c'est-à-dire que je considère que, à minima, ça marche aussi bien. Les réticulés, donc, et notamment pour la mono-injection, ça a du sens parce qu'encore une fois, c'est lui qui a la persistance la plus importante. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus cher. Et donc, on est obligé de tenir compte du prix et je trouve que la littérature n'est pas suffisamment en faveur pour dire qu'il faut absolument utiliser et faire payer à 150 ou 200 euros aux patients versus 40 ou 50 euros pour les autres produits, quoi.
Oui, alors il y a une question qui va un peu dans ce sens-là. C'est finalement, est-ce qu'on sait globalement s'il faut quand même mettre le plus cher? Tu vois, c'est quand même une question que nos collègues se posent en pratique de tous les jours. Alors, ouais, bah, ce que moi je fais, ce qui vaut pour moi, c'est qu'effectivement, j'ai tendance à proposer. Alors, je fais plutôt des mono-injections parce que je trouve que c'est cher payé maintenant les triples injections aux patients. Et du coup, je reste sur ce qui semble le plus logique, c'est que j'essaie donc de faire du réticulé pour la persistance et parce que je me dis qu'à minima, c'est au moins aussi efficace, voire selon les premières études, ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être un peu plus. Et après, je discute du prix au patient. Et s'il me dit, bah moi, 150 euros, juste, c'est pas possible, bah j'adapte. Voilà. D'accord, très bien. Et toujours du même collègue qui nous dit, Alexandre, qui nous dit quid des lavages articulaires? Alors, les lavages articulaires, il y a d'ailleurs dans les recommandations de la SFR sur la gonarthrose, hein, il n'y a plus de place réellement du lavage articulaire. Nous, on en fait de façon archi exceptionnelle. Je pense je dirais que c'est un peu le décorum, c'est-à-dire qu'en fait, bon, au départ, c'est un geste un peu plus long. On lave, on fait souvent 1 à 2 ampoules d'hexatrione, et puis on immobilise un peu le patient, on le met béquillé. Donc, tout ça fait que souvent, sur le moment, les gens vont mieux finalement, sur le package, exactement. Mais en soi, du geste du lavage, il n'y a pas de preuve que ça soit plus efficace, quoi, qu'une simple ponction avec une injection. Ben, super. Comme on a dit, Cocofer, on était très sérieux pour respecter les horaires. C'est parfait, Florent. Merci beaucoup. Bah, Merci à tous ceux qui étaient là. Et puis, je vais vous saluer. Et encore un grand merci à tous et à notre brillant orateur, comme d'habitude. à bientôt. Au revoir. À bientôt.